Merci, messieurs, donc d'être là. Et je remercie notamment Jean-Manuel Soussan, qui est DGA en charge des ressources humaines du groupe Bouygues, qui a remplacé au pied levé, vraiment quasiment au pied levé, le DRH de Thales, qui a eu une contrainte personnelle de dernière minute. Vraiment, monsieur, merci beaucoup d'être là. Benoît, bon, tout le monde connaît Benoît, naturellement. Je crois que est-ce que quelqu'un dans la salle ignore qui est Benoît Serre, qu'on entend à peu près tous les jours, partout, mais qui nous réserve pour nous le meilleur de lui-même ce matin. Donc vice-président de la NDRH, Mathieu Éloi, qui est le patron d'Indeed France, c'est tout simple. C'est facile. Alors, l'idée, et puis donc bien sûr Laurent Chuin, qui est du groupe Mazars. Qu'on voit derrière, effectivement. Donc, il faudrait peut-être que je me mette sur le côté. La question, c'est les RH dans une inflation à 5%, que peuvent faire les entreprises. Alors, c'est évidemment une problématique très complexe parce qu'on est dans un flou assez total, avec beaucoup de questions. Est-ce que l'inflation va durer? Donc, les politiques salariales ne sont pas du tout les mêmes quand elles durent ou elles ne durent pas. Quel type de revalorisation mener? Quel est le rôle des entreprises en ce moment? Doivent-elles suivre complètement les prix ou doivent-elles gagner de la compétitivité, en profiter notamment face aux concurrents européens? Il y a beaucoup de questions et je crois même que sur le diagnostic de ce qui se passe en ce moment, il y a un certain nombre de différences de lecture. Les chiffres, évidemment, sont en construction puisque c'est en ce moment que ça se passe. Alors, peut-être chacun d'entre vous, on va faire un premier tour. C'est assez informel entre nous, hein, naturellement. Comment ce que vous faites dans vos entreprises ou ce que vous observez en tant qu'acteur de ces questions-là, pour qu'on ait déjà sur le calendrier, sur les hausses. Alors, peut-être, Jean-Manuel, ce qui se passe chez Bouygues. Bonjour. Écoutez, moi je pense que personne n'est vraiment capable de se projeter et de dire qu'il va se passer, parce que je me rappelle encore des prévisions d'un certain nombre de la Banque de France, il y a quelques mois encore, qui nous expliquaient que l'inflation n'allait pas durer. Et puis on se retrouve là avec une inflation qui commence à durer. Et on ne sait vraiment pas, globalement, moi je ne sais pas qui est capable de dire ce qui va se passer d'ici quelques semaines ou quelques mois. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse dans le groupe Bouygues, alors c'est vrai qu'on regroupe des métiers assez différents, mais on a une philosophie qui est commune, c'est qu'il faut qu'on s'occupe avant tout de nos collaborateurs. C'est-à-dire que c'est eux tous les matins qui se lèvent et puis qui viennent travailler. Et on a le sentiment quand même qu'un certain nombre d'entre eux, et je pense notamment au premier niveau de rémunération, c'est eux qui souffrent le plus de ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils ne bénéficient pas de voitures de fonction, parce qu'ils prennent leur voiture tous les matins pour revenir travailler, parce qu'ils doivent se chauffer. Et je pense particulièrement aux populations de compagnons qui sont très importantes dans le groupe, que ce soit chez Colas ou chez Bouygues Construction. Et donc au fond, on a dès le mois de décembre décidé de commencer à, je dirais, alors l'idée, c'est quand même vraiment de se cibler sur ces populations-là et qu'il n'y ait pas d'impact pour eux sur l'inflation. Très clairement, c'est notre philosophie. Alors ça durera ce que ça durera. Alors, vous avez signé un accord. On a signé des accords avec... Quel est son contenu? Est-ce qu'il y a un accord général au groupe ou c'est par filiale? Alors c'est par filiale, mais les accords sont les mêmes, vous voyez. D'accord, bon, ça facilite les choses. Voilà. Et ça tourne à combien alors? Donc, alors, on a fait une première augmentation pour ces populations ciblées de 2% au mois de décembre, puis 3% au mois de mars. Donc ça fait 5. Voilà, et nous allons refaire, et nous sommes en cours de négociation, pour faire quelque chose au mois de septembre. D'accord. Donc l'idée, c'est de coller au prix C'est de coller au prix sur ces populations-là. Voilà, jusqu'à un certain nombre, qui est quoi? SMIC par 2, c'est 1,6 oui, 1,6 SMIC. 1,6. Donc c'est la ligne qu'on a prise. Sachant que parallèlement à ça, nous avons quand même... on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre, hein, très clairement. Dans le monde, le groupe Bouygues a 10 000 postes ouverts, qu'on a du mal à pourvoir. Et donc, on a aussi une population sensible à un certain nombre de métiers où voilà, on a un marché de l'emploi extrêmement actif, particulièrement en France, et où également, c'est sur des populations sur lesquelles on doit mettre un certain nombre de... et puis augmenter, je dirais. On a des effets de percussion, par exemple, hein, sur les salaires, avec des jeunes qu'on embauche aujourd'hui et qui vont se retrouver avec des niveaux de rémunération plus élevés que le jeune qu'on a embauché il y a 2 ans.
Donc il faut aussi, entre guillemets, s'occuper et traiter ce genre de Et situation. au-dessus de 1,6, qu'est-ce qui se passe? Sur un 6, on cible. Voilà, sur des populations, sur des fonctions sensibles. Si je prends tout ce qui est fonction IT, par exemple, tout ce qui est fonction qui tourne autour des data, évidemment, là, le marché est extrêmement dynamique et il faut... Donc, au fond, on revient à des pratiques qu'on a connues il y a quelques années. Alors, ce qui était un peu compliqué dans les entreprises, c'est que, au fond, quelles sont les générations qui ont connu des inflations importantes? Elles sont toutes parties. Ils sont partis à la retraite. Ils sont tous partis. Bon, alors... On ne les a pas rappelés, ouais. Mais en tout cas, on est reparti, nous, dans des cycles assez rapides. Chez Bouygues, on a connu des augmentations de salaire 4 fois par an. Bon, là, sur les 12 mois glissants, on va arriver à 3. Voilà, donc on s'adapte en permanence. Donc vous êtes adapté quand même assez rapidement. En réalité, vous n'êtes pas dit, on va attendre de voir quelques mois pour savoir ce qui se passe. Non, alors parce qu'en termes de politique de rémunération, on préfère prévenir que guérir. Parce qu'une fois que le corps collectif émerge un mécontentement dans le corps collectif, c'est extrêmement compliqué ensuite de revenir, de pouvoir revenir dans une situation normale. Et au fond, à la fin du jour, ça revient plus cher à l'entreprise. D'accord. Ok. Bon, on va continuer à évoquer ça. Qui est-ce qui peut s'exprimer, faire un petit point? Alors Benoît qui a un regard d'ensemble. Bonjour à tous. Rapidement, comme chez L'Oréal, en fait, nos NAO sont lieu plus en février. Donc là, on avait fait une NAO relativement forte. Et un peu comme Bouygues, on avait fait un talon, c'est-à-dire qu'un minimum. J'ai oublié de préciser que tu es chez L'Oréal. Voilà. On avait fait un talon, ce qui fait que les bas salaires, en fait, avaient des augmentations très importantes. Mais c'était en février, ça. Après, on a vu, comme le disait Jean-Manuel, on a vu qu'on ne sait pas comment ça va aller, mais on voyait bien que l'affaire des transports, et donc on a pris l'initiative. On a une prime transport, je vous passe les détails, mais on a augmenté la prime transport au 1er juin, de manière à passer... et il n'y avait pas de mécontentement particulier, c'était juste la conscience que dans les usines, comme dans les centrales de distribution, il fallait faire quelque chose. Bon, après, aujourd'hui, on a des discussions. Ce qu'on dit pour le moment, c'est dire d'abord, on ne sait pas où on va. Donc c'est difficile d'ouvrir et de savoir où est-ce qu'on s'arrête. On ne va pas discuter toutes les semaines. La deuxième chose que l'on dit, c'est entendu par nos partenaires sociaux, c'est dire, attendez, de toute façon, on se verra en septembre. Pourquoi? Parce qu'il nous manque plusieurs éléments. Premier élément, vous en parlez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y aura dans la loi pouvoir d'achat? On parle du triplement de la prime Macron, on parle de différentes choses, mais qu'est-ce qu'il y aura dedans? Donc on a besoin de nous connaître le cadre législatif. Sinon, on va parler dans le vide, entre guillemets. La deuxième chose, c'est quels sont les impacts inflation pour les salariés. Ça, on les connaît plus ou moins, même si on ne connaît pas le taux à la fin de l'histoire. Mais surtout aussi, j'aurais dit, c'est important, mais ils l'ont très bien entendu, quels sont les impacts pour l'activité. Parce que nous, comme tout le monde, on a des augmentations de coûts de transport, des ruptures de matières premières, des surcoûts de matières premières. Donc on leur a dit, il faut qu'on ait le panorama complet des plus et des moins pour pouvoir prendre des décisions intelligentes. Donc on en est là, et donc c'est une sorte de rendez-vous en septembre. Après, dans les autres organisations, les entreprises que j'ai pu voir via la NDRH, les dynamiques sont à peu près semblables pour essayer d'y voir le plus clair en recettes et en dépenses. Et notamment dans des PME où ils disent attendez, on va peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on peut pas réagir comme ça. Donc il y a beaucoup d'attentes autour de ça. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément, c'est comme dans toute organisation, on doit gérer le rythme de la NAO, quoi. Or, la NAO, alors chez L'Oréal, elle est traditionnellement en février, elle se conclut dans ces eaux-là, d'autres sont plus tôt. Alors, j'ai vu quelques entreprises qui étaient dans ce rythme-là et qui sont en train de dire, je vais avancer ma NAO pour vraiment poser le sujet en octobre-novembre, où là, j'aurais une petite vue à peu près stabilisée, on va dire, à 6 mois. Alors aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ça veut dire que chez L'Oréal, il n'y a pas eu d'augmentation générale en dehors de la prime transport? Alors, si, il y a eu février dernier, la NAO, 2,6%, plus différentes choses. Puis, alors que ce n'était pas prévu, on a augmenté la prime transport de 10% en juin. Donc c'est assez différent. Chaque entreprise a vraiment des systèmes de fonctionnement. Nous, avec les 10% de prime transport, on a voulu traiter le sujet immédiat de l'essence
à 2 euros. D'accord. Pour notamment les plus bas salaires, parce qu'on fait comme Bouygues, on cible, évidemment. Mais par contre, on sait que ce qui est en train de se passer, les projections qui ont été annoncées hier ou avant-hier dans les Échos à 6%, c'est sûr qu'il va falloir qu'on y retourne d'une manière ou d'une autre. Mais on a partagé avec les partenaires sociaux qu'il fallait qu'on y aille en ayant toutes les cartes en main du jeu, et pas seulement une partie, parce que sinon on va faire des bêtises. Mais est-ce que il y a un chiffre qui m'a étonné à la lecture de la dernière note de conjoncture de la Banque de France qui a été publiée jeudi dernier, qui est écrit noir sur blanc. En moyenne, les salaires, donc salaire moyen par tête en France va augmenter et en 22 et en 23 de 5%. Est-ce que c'est cohérent avec ce que vous constatez les uns ou les autres? Parce que ce n'est pas le bruit qu'on avait jusqu'à maintenant. Quand on regardait les minima de branche, c'est différent, on était plutôt sur 3,5. Là, la Banque de France nous dit autre chose, mais c'est du prévisionnel plus que du constaté, évidemment. Écoutez, moi, je sais que les taux d'inflation qu'on connaîtrait, on ne les a pas connus depuis 85. Ça veut dire que vous n'avez pas un dirigeant en France qui a géré une situation de dérive de masse salariale à des niveaux pareils, quoi. Mais la situation par rapport à 85 n'a rien à voir, parce que pour le moment, au global, les prix de vente n'ont pas suivi pour nous. Et pour d'autres, cette poussée. Donc il faut trouver... les coûts ont pu monter. Exactement. Et les coûts ont monté. Les coûts ont monté. Ah bah ça, c'est une évidence. Entre les coûts de transport, les coûts de production, les achats de matières premières, les ruptures de matières premières, les coûts ont augmenté. Et puis, dernier point, ce qu'on a fait aussi, là, pour répondre plutôt à la tension sur le marché du travail, c'est que, par exemple, on a augmenté assez fortement nos bases de salaire d'embauche. On a augmenté nos rémunérations, les alternants, apprentissage, stagiaires, etc. Parce qu'on voit bien qu'en revanche, là, on est confronté, nous, Bouygues et d'autres, au fait que vous avez un marché d'employés. Et donc, vous avez en plus une pression. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, on a une pression très forte sur les métiers de la tech, mais pas que, parce qu'en finance, c'est pareil, en HR, c'est pareil. Mais après, il faut faire gaffe à deux choses. La première, c'est le sentiment d'inéquité, qui est toujours un sujet très tendu. Et puis deuxième, c'est le phénomène de pousser la balle devant. C'est-à-dire que j'augmente mon salaire d'embauche. Ceux qui sont au salaire d'embauche après 2 ans d'emploi, ils disent « Bon, attendez, vous êtes gentil, il va falloir faire pareil ». Et donc tout ça, c'est autant d'éléments qu'on doit prendre en compte. Autrement dit, la question des salaires n'est pas la seule question de l'augmentation des salaires. C'est la gestion de la structure générale des salaires dans l'entreprise. Et on sait que c'est pour au moins 2 ans. Donc ça mérite un peu de prudence, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. On continue le tour. Mathieu, Indy de Mathieu Éloi, avant de passer la parole à Laurent. Merci. Oui, c'est vrai qu'il faut être inclusif de nos camarades en hybride. Dans ce nouveau monde. Mais je parle néanmoins avant lui. Je mets une position un petit peu... Avec plaisir. Recrute avec Indeed, et donc ça veut dire une vision assez large. Donc, 3 choses à vous partager ce matin. La première sur l'évolution des salaires. Alors nous, il y a un indicateur qu'on voit, c'est les salaires qui sont publiés. C'est une chose différente des salaires qui sont pratiqués, mais enfin, c'est quand même un indicateur intéressant. Donc ce qu'on a vu, c'est que, en gros, ça suit à peu près l'inflation. Jusqu'en décembre dernier, sur un an, ça avait augmenté de 3,5, ce qui était peu ou prou l'inflation qui avait eu lieu l'année dernière. Et sur les premiers mois de l'année, ça a suivi une augmentation un peu plus forte des salaires qui sont publiés, une nouvelle fois, ce qui est une chose différente. Voilà, ça reste un indicateur intéressant. L'autre chose qu'on voit... Ce qui est très intéressant, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, quand on écoute le débat public, que seul l'État fait le job de rallonger des chèques à peu près tous les matins. Quand je dis tous les matins, c'est matin, midi et soir. En fait, les entreprises font le job. Les entreprises s'y collent. Absolument. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que l'inflation n'a pas freiné l'appétit des entreprises pour recruter. On a plus de 50% d'offres d'emploi en plus sur la plateforme par rapport à la période avant Covid. C'est 1,1 million, c'est un record absolu pour la France. Ça veut aussi dire que, puisqu'il n'y a pas plus 50% de jobs en France par rapport à l'avant Covid, ça veut dire que beaucoup de gens ont quitté leur travail et se posent la question, mais ça, c'est un autre sujet qu'on connaît bien. Mais en tout cas, il y a un appétit qui est fort, et cet appétit, il est plus sur les métiers d'aujourd'hui que les métiers de demain. Les métiers d'aujourd'hui, c'est ceux de l'hôtellerie, les métiers à basse valeur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas à basse valeur ajoutée, les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, les services à la personne, ce genre de choses, qui sont à au-delà de 50% de croissance par rapport à l'avant Covid. Et les métiers
à plus forte valeur ajoutée, de l'industrie, de l'ingénierie, sont plutôt à moins 15% par rapport à la période avant Covid. Et ce que ça dessine, c'est quand même une France dont les entreprises ne sont pas plus productives qu'avant. Il y a une augmentation de la productivité de 1% par an, ce qui veut aussi dire pas de marge de manœuvre extrêmement importante pour augmenter les salaires quand même, hein, puisque soit on augmente les salaires, soit on baisse l'investissement, soit on maintient l'investissement. Mais voilà, cette question-là se pose, d'autant plus qu'effectivement les prix, à part les prix de l'énergie, etc., n'augmentent pas encore dans un certain nombre de grandes entreprises. Donc voilà, c'est cette question-là aussi qui est posée, des marges de manœuvre des entreprises, qui pour le moment suivent l'inflation. Mais est-ce que c'est possible de durer? La question reste posée, oui. D'accord. Laurent Chouin, Mazars. D'abord, Jean-Manuel, Mathieu et Benoît ont dit énormément d'éléments qui, en fait, rentrent dans un patchwork de réflexion qu'on a, nous. Alors, Mazars, c'est très particulier. Comme vous le savez, on fait partie d'un type d'emploi qui emploie énormément de gens dans le monde, hein, d'ailleurs, mais qui sont les services professionnels. C'est-à-dire que nous recrutons essentiellement des gens qui sortent d'école et plutôt de formation très, très élevée. Nous, la caractéristique, c'est que, finalement, cette réflexion n'est en rien motivé par des considérations internes. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ce n'est pas la pression du dialogue social qui nous amène à réfléchir à ça, c'est en réalité un positionnement de marché et plus spécifiquement une problématique qui d'ailleurs était antécédente à la question de l'inflation, qui depuis, on va dire, 4-5 ans, et c'est ce qu'exprimait Benoît, on a un retournement de marché et on n'est pas du tout dans une période qui est favorable à l'employeur. C'est-à-dire que ça, c'est une différence aussi avec les périodes d'inflation que plus personne n'a connues, si ce n'est qu'à l'époque, on se souvient bien qu'il y avait à la fois une forte inflation, mais il y avait aussi un chômage assez important. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc le renversement de ce paramètre-là aussi fait que nous, essentiellement, ce qui va conduire notre réflexion, c'est en réalité une série de paramètres économiques externes et finalement notre compétitivité sur la capacité à attirer des ressources, puisqu'on est une organisation qui est totalement dépendante, non pas de ses clients, de sa stratégie, de son développement, parce que ça, finalement, on a des croissances à 2 chiffres depuis toujours, et même en période de Covid, ça a bien marché, mais c'est l'accès aux ressources qui est le critère numéro 1. Du coup, ça conduit à 2 choses. La première des choses, c'est que si traditionnellement nous avons un ajustement salarial qui est de l'ordre de 2,6 par an en moyenne lycée sur 10 ans, en fait, ça n'a pas grande valeur parce que nos systèmes de rémunération sont plus liés à des populations névralgiques sur lesquelles on va faire des efforts, mais ça commence par les gens qu'on recrute. Et notre système est un système, si je le simplifie, mais je sais qu'on n'a que des gens de RH, donc ils vont me suivre tout de suite. Nous, en fait, notre système économique consiste à lutter contre un GVT par un effet de noria permanent. C'est pour ça qu'on parle de nos métiers comme étant des métiers de 3e cycle professionnel, puisque les gens restent très peu. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout un DRH de la rétention. Alors, si ce n'est que ce message que j'ai porté depuis que je suis arrivé chez Mazars il y a 12 ans, que j'étais un DRH de l'employabilité, pas de la rétention, il se heurte à deux choses. D'abord, sur certains niveaux, certains postes névralgiques, là, nous avons un vrai problème aujourd'hui d'évasion de talent et on doit avoir une rétention plus forte de certains collaborateurs. Donc déjà, quoi qu'il arrive, chez nous, la question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'on doit au moins être aligné sur une valeur de marché. Et cette valeur de marché, aujourd'hui, elle est mondiale plus que française. Et là où il y a une petite particularité, c'est que si vous regardez, les niveaux d'inflation en France sont plutôt faibles par rapport à nos voisins. Et donc, globalement, je vais avoir une pression d'une autre nature qui est l'inflation générale sur des métiers qui sont quand même pas très nationaux, pour le dire comme ça. Et les benchmarks sont pas nationaux. Donc, nous savons qu'on va devoir accepter cet ajustement qui n'est pas un ajustement, encore une fois, déclenché par des considérations internes. C'est un ajustement de marché. Dernier point peut-être que je veux essayer de mettre en avant ce matin, pour le reste, mes confrères ont tout dit, c'est qu'il faut avoir en tête aussi qu'on a tendance à raisonner sur les CDI, là. C'est-à-dire que finalement, nos NAO, nos pratiques salariales, elles concernent le cœur de nos employés. Mais de plus en plus, aujourd'hui, près de 50%, et Mathieu le sait, des personnes, et c'est une tendance croissante, sont des gens qui ne sont pas sous des formes de contrats à durée indéterminée avec l'employeur. Et là, donc, il y a une question qui va se poser aussi, c'est la compétition qu'il y a avec d'autres formes d'emploi qui peut aussi, en tous les cas, avoir des incidences très très fortes sur les augmentations de salaire, parce qu'encore une fois, on n'est pas juste
dans le cercle fermé des CDI de l'entreprise. Et ça, c'est un des éléments, nous, qu'on regarde de très près, parce que sur le marché, on voit bien que les jeunes, en particulier, commencent à envisager d'autres formes d'emploi que le CDI, sont moins intéressés par les grandes entreprises, les offres classiques, la stabilité. C'est pas le sujet aujourd'hui pour eux. Donc ça a un effet aussi sur l'inflation, qui n'est pas de nature purement économique, mais qui est plus structurelle. Alors peut-être une réaction des uns et des autres là-dessus, et notamment alors sur ce dernier point, le changement de la demande d'un certain nombre de jeunes, enfin de gens embauchés, de ne pas être sous forme de CDI, mais plus généralement sur le basculement du rapport de force. Est-ce que le marché est vraiment en train de basculer du côté du salarié par rapport aux dernières années ? Oui, alors, première réaction, dans le modèle Bouygues, il faut bien comprendre que sur 130 000 collaborateurs, on fait 40 000 embauches par an. Donc on a un effet de Noria assez fort, et au fond, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'évolution de notre masse salariale et du salaire moyen. On a un salaire moyen qui reste très stable, en fait, depuis quelques années, mais on est hybride, puisqu'on a aussi une population, un cœur de population du groupe, notamment à travers ce qu'on appelle les compagnons du Mine-Orange et ainsi de suite. Et cette population-là, qui a un niveau de productivité qui est extrêmement élevé, ceux-là, entre guillemets, on va le dire comme ça, on les bichonne. Et donc, sur eux, on se porte vraiment. Après, c'est tout l'atypisme d'un groupe comme le groupe Bouygues, qui est un groupe familial, et donc qui travaille beaucoup sur l'engagement et la fidélisation des collaborateurs. Et je pense que dans le monde aujourd'hui, ce qu'on apporte aussi, ce qu'on essaie d'apporter, c'est donner du sens. Et on trouve quand même qu'on a un collectif global, pays, mais ce n'est pas vrai qu'en France, c'est vrai partout ailleurs, qui se délite. Et qu'au fond, le point de repère des entreprises est extrêmement important pour un certain nombre de collaborateurs. Maintenant, pour revenir sur le rapport et le changement de rapport de force, ça c'est clair qu'on le ressent. Et comme le dit Laurent, on a, nous, des vraies réflexions sur quel type de contrat faut-il mettre en place pour un certain type de population entre une entreprise. C'est vrai qu'on a des jeunes générations qui ne cherchent pas à s'enfermer forcément dans un CDI. Ils veulent plus de liberté. Ça me rappelle un peu, vous avez ce qu'on appelle des intérimaires professionnels, c'est-à-dire une population qui souhaite rester intérimaire, que nous, on essaie d'embaucher depuis des années. Et voilà, et ils restent intérimaires parce qu'ils ont ce sentiment de liberté. Ils choisissent au moment où ils veulent travailler, au moment où ils s'arrêtent. Et le sentiment qu'on a, ça, c'est en train de se développer dans le mental. Mais c'est quoi? C'est 1%, c'est 5%, ça va vers les 10%? Alors, c'est très difficile à difficile pouvoir parce chiffrer, que c'est des mais types de population. Le sentiment qu'on a, c'est que cette notion de, je vais le dire comme ça, de freelance est en train d'apparaître, risque de devenir beaucoup plus important, et il faut absolument que les entreprises réfléchissent à une offre, dans la limite légale, évidemment, mais cependant, ces populations-là qui ne sont pas demandeuses de CDI, ce n'est pas elles qui vont venir nous chercher après pour dire il y a une problématique avec mon contrat. Exactement. Oui. Un commentaire là-dessus Oui, plusieurs choses. D'abord, Laurent a raison de rappeler, et il ne faut pas perdre de vue que là, on parle d'augmentation de ces salaires court terme, mais pendant ce temps-là, ce qu'on a appelé la transformation du travail, ça continue, quoi. Et ça ne s'arrête pas, au contraire. Et qu'en plus, on a basculé d'un marché d'employeurs à d'employés. Maintenant, on le sait. Combien de temps ça va durer? Ça, on n'en sait rien, mais pour le moment, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte, à la fois pour les affaires de freelancing, nous-mêmes, on y réfléchit, on y voit à droite à gauche, qui vient en fait traduire de manière concrète dans un marché d'employés la désaffection croissante qu'on observe depuis déjà plusieurs années des candidats pour les grandes boîtes. Donc c'est vrai que ça fait une somme des deux qui devient un petit peu compliquée. La deuxième chose, c'est que je pense qu'au-delà du sens, au-delà de tout ce qui a été dit par Jean-Manuel ou Laurent à juste titre, il y a, et j'en ai déjà parlé même ici, il y a une vraie demande de modifier la relation profonde entre l'employeur et l'employé. C'est ce qu'on appelle, et d'ailleurs j'ai vu que c'était devenu quasiment un sujet d'actualité avec le fameux partage de la valeur. J'ai vu que dans l'hypothétique projet de loi qui pourrait être voté de manière tout aussi hypothétique d'ailleurs, il y a l'idée d'étendre et de rendre plus intéressant l'intéressement participation pour les entreprises. Donc on voit bien que là, le rapport entreprise ne se limite pas à des affaires de salaire, pas de salaire, de prime, pas de prime. Il est vraiment en train de changer profondément. Alors selon les activités, selon les types, nous-mêmes, chez Laurent en l'occurrence, on pense au freelancing parce qu'on en a un peu, parce qu'il faut le structurer, parce que c'est une vraie demande. Et la difficulté, une des difficultés légales, c'est que vous savez que si quelqu'un qui est en freelance et qui fait 90% de son chiffre avec vous,
juridiquement, il peut être réintégré. Or, c'est quand même curieux parce que cette disposition, qui est certainement très bonne, qui était là pour protéger les gens, là aujourd'hui, elle va aller contre la volonté des gens parce qu'ils se sont mis volontairement au freelancing, donc ça ne les intéresse pas. Et c'est intéressant parce que ça signifie que le collectif dont parlait Jean-Manuel tout à l'heure, et dont parlait aussi Laurent sur le fait qu'on est concentré sur nos CDI, pour nous, RH, c'est un vrai sujet. Parce que ça veut dire que notre collectif d'entreprise, il n'est pas dans un cadre légal qui est stable. Parce qu'en fonction des relations, mais tout ça, ça fait un collectif général, quoi. Donc, c'est vraiment une situation très particulière qui montre bien que le seul traitement court terme des affaires de salaire et d'inflation ne résoudra pas le problème à moyen terme, puisque c'est la forme même, je dirais presque juridique, ou la forme globale des entreprises, petites et grandes, qui est en train de changer avec des natures de rapports qui sont de nature totalement différentes et qui ne sont pas que liées au sens, qui sont liées à la nature contractuelle de la relation, qui sont liées au fait que ces gens-là donc ne sont plus sous le régime de la subordination. Ça veut dire qu'ils ne sont plus sous le régime de la hiérarchie. Donc ça va à un moment toucher ou pas votre modèle de management. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait que c'est certainement une période très intéressante pour les DRH, mais c'est une période extrêmement compliquée et que se limiter et se dire, comme j'aurais fait une NAO parce que je peux le faire, parce que j'ai les moyens de le faire, je résous le problème, c'est se tromper lourdement. Et parce que d'une certaine manière, en étant un peu provoquant, ok, on ne sait pas combien de temps ça va durer, même Milleroi de Gallo, il ne sait pas, donc nous, si lui, il ne sait pas, nous, on ne sait pas. 2 ans, mettons 2 ans, mais il ne faut pas croire qu'au bout de 2 ans, tout revient comme à la normale. Ça, c'est terminé. Et donc, on a des sujets de code du travail, des sujets de responsabilité, des sujets d'organisation, des sujets d'hybride, des sujets de tout ça. Et que, par conséquent, il va falloir sacrément travailler pour changer la nature. Mathieu, une question à laquelle vous pourrez répondre aussi, messieurs, c'est... On voit bien que l'inflation s'applique de manière différenciée selon les catégories sociales, les géographies, et les géographies c'est évident. Hein. Qu'est-ce que, en termes de politique salariale, d'abord qu'est-ce que tu vois toi sur tes moteurs, mais qu'est-ce que ça dit sur les politiques salariales? Est-ce qu'on peut avoir la même politique salariale sur la France entière ou entre Mamers dans la Sarthe et Paris? Moi non plus. Oui, c'est un très bon point. Je vais juste faire un commentaire sur ce qu'on a dit juste avant sur l'équilibre entre les salariés et leurs entreprises, et d'ailleurs pas que les salariés, les collaborateurs et leurs entreprises. C'est sûr qu'il y a une inversion. Et ça, tout le monde l'a dit et tout le monde en est d'accord, que nous, on voit au moins sur 2 sujets. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus 50% d'offres, alors qu'il n'y a pas plus 50% de jobs en France. Ça veut dire que des gens sont prêts à quittent leur emploi, sont prêts à quitter leur emploi. On a fait une étude qui montrait que 65% des gens étaient plus que jamais aujourd'hui prêts à démissionner. Et évidemment, sur le recrutement, on voit aussi cette tension de manière très forte. Nous, on pense qu'il y a une attente de transparence qui est très forte de la part des collaborateurs et de la part des chercheurs d'emploi. Transparence sur un tas de choses, notamment les salaires, mais pas que. Hein, mais parmi les critères de recherche chez Indeed, un des éléments en ce moment qui est très utilisé, c'est la recherche sur les salaires. Donc nous, à partir du mois de septembre, on va demander à toutes les entreprises de publier les salaires ou les fourchettes de salaire. Et si elles ne le font pas, on proposera une fourchette qu'on estimera. Et on pense que ça fera un certain nombre de mécontents qui, du coup, décideront de publier les salaires. Mais en tout cas, c'est une attente extrêmement forte. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, en fait. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les entreprises sont assez réticentes encore à le faire aujourd'hui. Donc il y a une attente très forte sur ce sujet-là. Nous, chez Indeed, on a publié pour tout le monde toutes les grilles de salaire en interne. Et on a également rajouté un certain nombre d'éléments dans nos packages. Donc, par exemple, les packages de stock options qui, jusqu'à présent, étaient un peu cachés derrière, qu'on a mis de manière extrêmement précise et extrêmement directe, notamment pour être en compétition avec d'autres gens. La deuxième attente très forte, c'est la qualité du management. On a noté, nous, dans les statistiques d'Indeed, une assez grosse augmentation des notes sur la qualité du management. On a 10 millions de personnes qui viennent mettre des notes sur les entreprises, sur les vôtres, sur la plateforme d'Indeed. Et une des choses qu'ils notent en ce moment, c'est la qualité du management, et on pense que c'est extrêmement important. Ça remet, là encore, le DRH au cœur de l'équation du moment, parce que les DRH peuvent et doivent être garants de la qualité du management des entreprises, en tout cas celle qui est ressentie et vécue par les salariés. Et
ça fait un peu lieu commun de dire ça, mais c'est vrai qu'on quitte plutôt un mauvais manager qu'une mauvaise entreprise. En tout cas, on croise plus de mauvais managers que de mauvaises entreprises. Et donc, c'est extrêmement important que les DRH s'en saisissent. Évidemment, ils le font, hein, mais sur ce qui se dit aussi là-dessus en dehors des entreprises. Donc voilà, ces deux éléments me paraissaient très importants. Et ensuite, ta question portait sur l'endroit où on travaille, etc. C'est vrai que c'est un bon point, puisque le premier coût, et ça nous ramène à l'inflation, qui était le sujet d'origine de cette table ronde, le premier poste de coût de chacun d'entre nous, c'est évidemment le logement. Et si vous habitez à Paris, mais que vous travaillez à Tours, par exemple, vous n'aurez pas du tout la même équation que si vous habitez à Paris, dans le centre de la France. Donc, on vient de passer par une expérience collective qui nous a fait tous travailler à la maison et qui a ouvert des possibilités, en tout cas, qui a ouvert les yeux des managers sur la possibilité d'avoir des gens qui travaillent à distance. Là où ils pensaient que c'était un truc complètement impossible et inacceptable, ils voient bien qu'aujourd'hui, c'est une chose non seulement acceptable, mais également possible, qui même peut générer plus de productivité. Et donc, c'est une demande croissante sur la plateforme Indeed. On a 3 fois plus d'entreprises qui mentionnent le sujet hybride dans leurs annonces, mais par contre, on a 5 fois plus de recherches sur le sujet. Donc, il y a un écart là-dessus, et on pense que là aussi, c'est la responsabilité des entreprises, évidemment des DRH, de creuser ce sujet, et je suis évidemment bien conscient que vous le faites, mais ce sera aussi important de le communiquer, parce que c'est une attente des salariés, et que, évidemment, ça génère des équations économiques qui ne sont pas les mêmes. Une question peut-être à vous avant si vous avez des... Ah, Laurent, tu veux dire quelque chose? Oui. Oui, juste, écoute, c'était pour répondre à ta question aussi en complétant ce que vient de dire Mathieu. Si on raisonne de manière très opérationnelle dans un secteur qui est le mien, c'est-à-dire le monde, pour faire simple, de l'audit et du conseil, à l'intérieur d'une même industrie, et on le voit dans d'autres secteurs, il y a des divergences d'approche sur ces sujets. Je prends un exemple très concret sur la question que tu poses. Une des questions post-Covid, ça a été des gens qui disaient « moi, en fait, j'aimerais travailler à distance, mais m'installer ailleurs qu'à Paris ». 2 grands cabinets, parmi les Big Four, ont eu des réponses diamétralement opposées à ça. C'est-à-dire que l'un a dit « très bien, mais dans ce cas-là, je fais un réajustement de type Mercer, c'est-à-dire je refais un calcul de coût de la vie, ce que vient d'expliquer Mathieu, et donc, en fait, ton salaire sera ajusté à la réalité de l'endroit où tu t'installes ». Et puis, un autre confrère qui sans doute est plus actif dans la réflexion prospective sur l'offre qu'on peut faire aux employés a dit pas du tout. Si vous quittez Paris et vous installez ailleurs, vous gardez votre salaire parisien. Et d'ailleurs, on vous le propose. C'est-à-dire, on pousse pour ça. Pourquoi? Parce que le calcul qui est fait, alors ça durera ce que ça durera, mais c'est de dire que l'économie qui est faite en mètres carrés sur des gens qui iraient s'installer ailleurs, est considérablement supérieur à, de toute façon, l'effet salaire qui plus est dans une industrie où il y a une forte rotation des gens. Donc, vous voyez, à l'intérieur d'une même industrie, sur ta question Mamers ou Paris, en fait, les réponses vont varier totalement et vont devenir des éléments de compétitivité et de politique d'attractivité ou de l'emploi, si tu veux, parce que, justement, encore une fois, ce qui va driver cette réflexion, c'est moins une logique défensive qu'une logique offensive de dire je veux attirer des talents avec une offre différenciée qui porte sur des choses, par exemple, typiquement, la capacité à travailler loin tout en gardant un salaire parisien, etc. etc. Ah oui, c'est intéressant ça. Une petite remarque. Oui, une petite remarque, hein, on commence à avoir des premières demandes de salariés qui disent non mais c'est pas Mamers que je veux travailler. Mamers n'a jamais eu autant de notoriété. C'est Sydney. C'est de l'Espagne, c'est du Portugal. Est-ce que vous m'autorisez à aller travailler en dehors de France avec des visées d'optimisation fiscale. Et donc au fond, on a un courant un peu inverse, c'est-à-dire peut-être pour partie une certaine démondialisation, je dirais, des produits, hein, c'est-à-dire de l'industrialisation, mais une mondialisation de l'emploi. Et là, il va falloir que les entreprises... Ça ne concerne pas les chantiers. Alors, ça ne concerne pas ceux qui doivent être... Exactement. Voilà. Mais, somme toute, ils commencent à avoir une certaine pression. Alors aujourd'hui, les grandes entreprises y répondent négativement. Mais, somme toute, on sent bien que c'est type de sujets qui vont apparaître. Moi, je veux faire un commentaire sur, dans le rapport à l'entreprise, on parlait du contrat de travail, je pense qu'on va très vite arriver sur le sujet du partage de la valeur, en fait, de manière globale, qu'on soit sous contrat de travail de CDI, qu'on soit en freelance, qu'on soit en intérim.
Et au fond, on se rend compte, nous, que le collectif, dans un groupe comme Bouygues, je vous rappelle, où on a un actionnariat salarié qui dépasse les 20%, c'est un élément extrêmement fort de cohésion et extrêmement fort dans le partage de la valeur. Et de plus en plus, on a un corps collectif qui nous dit, mais qu'est-ce qui se passe sur ce terrain-là? Et d'ailleurs, la philosophie du groupe a toujours été la même. On sert d'abord le client, on sert ensuite les collaborateurs et en dernier les actionnaires. Et c'est bien dans ce sens-là que la philosophie du groupe a été mise en place depuis maintenant de nombreuses années. Ça me permet une transition pour ma dernière question avant de prendre une ou deux questions de la salle. Qu'est-ce que ce retour de l'inflation dit sur les relations sociales dans les entreprises? C'est-à-dire, est-ce que nous rentrons à nouveau? Comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que les négociations sont compliquées, difficiles? Thales, par exemple, je sais qu'ils ont fait signer un accord à 3,75 ou 3,80, mais il y a eu 10 semaines ou 12 semaines de grève. En fait, parce que l'augmentation ne s'appliquait pas au 1er janvier, comme le souhaitaient les syndicats, mais au 1er avril. Et donc, il y a eu 10 semaines de grève sur l'ensemble des sites de production. Quel est le climat social nouveau dans ce paysage-là? Alors, ça dépend beaucoup des organisations. Il est évident qu'il faut voir qu'on sort de cette période Covid où finalement, le dialogue social sur des sujets graves et préoccupants a été globalement de très bonne qualité. Et qu'évidemment, on essaye tous de conserver cela. Et la grande crainte qu'on a, c'est la nationalisation du débat. C'est-à-dire que si le débat devient un débat politique, comme il est en train de le devenir, au niveau national, avec des enjeux politiques confédéraux, etc., alors on le paiera dans les boîtes. Si jamais... Enfin, je sais pas ce qu'on ça veut dire quoi? De la nationalisation du débat sur la politique salariale. Exactement. Et c'est un petit peu la musique qu'on commence à entendre. Si l'État dit, si le gouvernement dit, oui, écoutez, c'est plus simple pour tout le monde. Si ça devient un enjeu politique, il y a quelques semaines, c'était avant les législatives, Bruno Le Maire avait dit les entreprises devront prendre leur part sur l'augmentation des salaires. Immédiatement, vous avez une réaction des organisations syndicales nationales, des confédérations. En revanche, et nous, alors à la NDRH, on plaide beaucoup pour ça depuis longtemps et on continue à le dire, on l'a encore dit il y a quelques jours à Matignon, c'est surtout laisser le débat dans les entreprises. C'est la meilleure garantie qu'on arrive à travailler entre nous en disant vraiment, voilà la réalité de l'entreprise, de ses contraintes, de son schéma. Toutes les entreprises ne sont pas sorties en bon état du Covid, quoi qu'on en dise. C'est pas fini cette histoire. Donc je pense que le fait de maintenir le dialogue social au bon niveau, c'est-à-dire celui de l'entreprise, nous protège un peu contre des éléments de tension. Encore faut-il pouvoir réagir. La seconde chose, c'est qu'en plus, on a aujourd'hui une structure de dialogue social, notamment via les annonces de 2017, qui fait la part belle à des entreprises qui ont capacité à trouver des terrains d'accord majoritaires. Et que plus on pousse cette logique-là, plus on réduit les risques de tension sociale nationale, puisque dans les entreprises, on trouve des solutions comme ça, c'est des accords majoritaires. Nous, on plaide depuis longtemps en disant... Attention, on l'a encore redit récemment, donner un avantage aux entreprises qui font l'effort d'aller chercher des accords majoritaires. Parce que c'est la meilleure manière de contrôler non pas la tension, mais d'avoir un dialogue social de bonne tenue et éviter que quand vous nationalisez le sujet, immédiatement vous avez un coup à droite, un coup à gauche et tout le monde se tape dessus et ça donne rien. Donc ça, c'est le danger qui nous guette. Et très honnêtement, quand je vois les débats politiques qui sont en train de s'agiter aujourd'hui pour trouver la majorité, etc., je ne vous cache pas qu'à titre personnel, je suis assez inquiet parce qu'on voit bien qu'il y a un intérêt politique de certains à monter le niveau de tension pour la rentrée pour des raisons politiques, pas pour des raisons d'inflation. Et ça, ce serait dramatique parce que ça nous met, même s'il y a eu, et Dominique l'a rappelé, il y a eu des tensions de grève parce qu'en revanche, et je suis complètement l'avis de Jean-Manuel là-dessus, les entreprises doivent être à l'initiative. Elles ne peuvent pas penser qu'en foutant la tête dans le sable, ça va passer. Parce que ça ne passera pas. Donc il faut être à l'initiative, il faut être très transparent. Tu as cité le mot tout à l'heure. Oui, surtout qu'en plus, il y a peut-être une responsabilité sociétale des entreprises. Alors, en plus, effectivement, il y a toute cette dimension de... vous savez, pendant longtemps, la RSE avait une jambe environnementale très forte et une jambe sociale très faible. Aujourd'hui, la partie S de RSE, elle est absolument fondamentale pour que la partie environnementale monte. Donc des entreprises sont déjà en amont. Quand j'entends que, chacun le sait, Bouygues
Bouygues a plus de 20% d'actionnaires salariés. Moi, j'ai eu la chance de passer 10 ans dans une boîte qui a pareil. Ça change tout. Ça change tout, parce que les gens comprennent bien qu'ils ont un intérêt, d'où l'affaire du partage de la valeur qui sera un des éléments. Parce qu'on ne peut pas continuer à expliquer aux gens que l'entreprise gagne énormément d'argent, mais que eux, ça ne bouge pas. Donc il va falloir retrouver un nouvel équilibre. Alors je ne sais pas si c'est 3/3, j'en sais rien, entre la rémunération légitime de l'actionnaire, les nécessités d'investissement de l'entreprise et la rémunération de la productivité et des gens et la reconnaissance qui sont une part de la création de valeur de l'entreprise. Mais ça, je termine par là-dessus, il ne faut pas se tromper, j'entends certains débats, on parle bien de la partage de la valeur créée. Or, augmenter les salaires, ça peut générer du partage de la valeur qui n'est pas encore créé. Oui, Juste par rapport aux partenaires sociaux, au climat social. Alors à nouveau, excusez-moi, mais on est très atypique, hein, puisqu'on a vraiment, en tout cas dans le groupe Bouygues, un vrai partenariat. Et d'ailleurs, on engage là les négociations, ce que je vous ai dit dès le mois de juin, parce qu'on souhaite aussi, parce qu'on sent que le sujet va se politiser, donc on souhaite partir en partie finie. C'est-à-dire que c'est très important pour nous que nos collaborateurs partent en se disant l'entreprise a fait ce qu'elle devait faire. Les partenaires sociaux d'ailleurs sont assez favorables pour signer globalement. Vous nous avez dit qu'il y avait un nouveau rendez-vous en septembre. Il y aura un nouveau rendez-vous en septembre parce qu'on attend l'hypothétique où on espère certaines mesures qui seront prises sur le pouvoir d'achat et notamment ce qui concerne la prime Macron et de relancer la prime Macron. Donc on va regarder ce qui se passe sur ce terrain-là. Mais au fond, on a, je pense avec nos partenaires sociaux, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment être très en amont. Parce qu'une fois que la mèche est partie, et la mèche allumée, pour l'arrêter, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Qui veut dire un mot, ou alors on prend... Oui. Peut-être un mot pour vous dire que nous, on sent, et notamment à travers la façon dont les gens utilisent la plateforme Indeed, un nouveau rapport au travail qui s'est installé assez profondément et qui prend sa source dans la période qu'on vient de traverser de Covid et qui est une expérience collective quand même tout à fait unique et qui a vraiment changé fondamentalement la manière dont les gens envisagent leur rapport au travail et les envies qu'ils ont. Ce rapport, on pense qu'il s'est créé tout simplement avec la distance au travail que les gens ont eu à une certaine période, enfin que chacun d'entre nous d'ailleurs, et au temps qu'ils ont eu pour y réfléchir. Et sorti de là, les gens se posent la question de est-ce que c'est un bon deal ? Est-ce que le deal qui me lie à mon entreprise est un bon deal ? D'un point de vue salarial, d'un point de vue temps que j'y passe, d'un point de vue temps de transport, d'un point de vue sens de l'entreprise et la façon dont elle l'exprime dans laquelle je travaille. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens se repositionnent, se posent cette question-là. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, dans la façon dont les gens recherchent sur Indeed, on voit une très grande différence. Historiquement, les gens cherchaient un job à un endroit. C'était la principale chose. Et d'ailleurs, la première recherche, c'était 0 job à un endroit. On ne mettait même pas de job, on était juste un endroit, ce qui est quand même assez curieux. Les gens maintenant cherchent des choses extrêmement sophistiquées, extrêmement précises, en termes de distance par rapport à l'endroit où ils habitent, en termes de possibilité de travail hybride, en termes de niveau de salaire. Donc, ce nouveau rapport au travail est, je pense, extrêmement conditionnant. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il remet clairement le DRH au centre de l'équation des entreprises, très fondamentalement. Et donc, voilà, chacun d'entre nous peut être rassuré car son job pour l'avenir de son job de plus en plus fortement. Et je terminerai par une pirouette, mais qui est, à mon avis, a du sens. Il y a un indicateur qu'on suit chez Indeed, c'est le nombre de ce qu'on appelle des job postings, des nombres d'offres d'emploi sur le sujet RH. Et c'est un indicateur qui est extrêmement sensible et qui varie extrêmement fort en fonction de situation. Donc, par exemple, dès l'annonce de la guerre en Ukraine, on a vu une chute absolument totale du nombre de job postings sur les jobs RH, qui petit à petit aurait augmenté, etc. Mais je peux vous dire qu'il est considérablement au-dessus de la moyenne française sur l'ensemble des jobs. Bon, ben c'est rassurant pour vous, tout va bien. Bon, c'est bien, Jean-Manuel, on va pouvoir changer. Ah oui, tout à fait. Laurent, un mot de conclusion. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Oui, Laurent. Non, rien de plus intelligent à dire sur le sujet que ce qui a été dit, donc tu peux passer au voilà, donc, tout à fait. Y a-t-il des questions précises ? Vous êtes entre professionnels. Est-ce qu'il y a des questions précises sur
les hausses de salaire à négocier dans les entreprises, sur les politiques salariales. Y a-t-il une question ici? Est-ce que je vois une main se lever avec une impatience non dissimulée? Non, je ne vois pas de main se lever. Oui, Stéphane Dubois, DRH de Safran. Bonjour à tous. Je suis pas sûr Ça que va ça se déclencher. marche. Est-ce que vous envisagez de changer la structure même des rémunérations en profondeur dans vos prochaines négociations? Alors, ça dépend vraiment des types de populations. Je pense qu'il y a des populations qui souhaitent avoir des revenus très récurrents, parce qu'au fond, ce qui est important pour eux, globalement, c'est quand même le reste à vivre, chaque mois. Par contre, ce qu'on vit depuis maintenant quelques années, et ça se renforce, je trouve, c'est vraiment la sophistication des politiques de rémunération variable, la mise en place de LTI, et avec des niveaux de sophistication et surtout des indicateurs d'une précision redoutable. Et les collaborateurs sont très demandeurs, et notamment les cadres dirigeants sont assez demandeurs, parce qu'au fond, ils veulent absolument comprendre comment le calcul se fait. Avant, je dirais qu'on avait plutôt des populations, on avait des rémunérations variables, mais au fond, il restait encore un certain nombre de notes de gueule, si je puis m'exprimer ainsi. C'est de moins en moins vrai, mais ça vient aussi de la pression qu'on a en tant qu'entreprise cotée, par rapport à des agences, des proxys qui nous demandent très clairement des règles extrêmement précises sur la Mais l'inflation ne remet pas une pression vers l'uniformisation? Non. Non. Nous, on ne le ressent pas comme ça, en tout cas. Non, plusieurs choses. D'abord, sur certaines populations, on voit bien que nos politiques d'incentive, par exemple à 4 ans, semblent totalement dépassées pour des populations tech. On leur dit, on a une incentive et dans 4 ans, vous touchez le gros lot, 4 ans, c'est le bout du monde. Donc, d'autant plus que les concurrents au recrutement d'entreprises comme celle à laquelle je suis ou d'autres ont changé. Je veux dire, pendant longtemps, le sujet de L'Oréal, c'était LVMH, etc. Aujourd'hui, c'est Google, c'est Apple. Et là, les règles du jeu dans ces entreprises, en termes de modèle de rémunération, pour répondre à ta question, sont absolument pas les mêmes. Donc, on est obligé d'essayer de regarder comment on va faire pour être compétitif, en certaine manière. Et que le rythme de reconnaissance, je donne par exemple sur 4 ans ou 3 ans, on sent qu'il est quand même très très long, quoi. Donc il y a une volonté de cash tout de suite. Après, il y a le niveau à partir duquel on atteint des bonus individuels. On voit bien qu'il est en train de baisser dans ces populations-là parce qu'ils attaquent comme ça. Et donc là, on n'a pas trop de réponses. Et là, donc on est en train de regarder. Et en même temps, on a quand même non pas une logique d'uniformisation, mais on doit avoir une logique d'équité. Parce que vous avez un espèce de phénomène de vague qui fait que ça touche tout le monde. À la fin, ça vous coûte quand même très cher, même sur des populations qui ne sont pas concernées par cette évolution de rémunération. Donc je sais qu'il y a une entreprise que je ne citerai pas parce que je n'ai pas le droit, mais qui n'est pas du tout chez moi, qui est ailleurs, qui est en train d'essayer de créer des espèces de sous-boîtes, sous-entreprises en fait, pour réunir des gens notamment de la tech, histoire de développer des modèles de rémunération alternatifs qui ne touchent pas le sujet du modèle de rémunération classique, parce qu'ils n'y arrivent plus en fait. Donc effectivement, il y a une réflexion à avoir notamment sur les modèles d'incentive, parce que quand on a Apple, Google ou Microsoft comme concurrents en recrutement, c'est pas les mêmes règles du jeu, quoi. C'est vraiment pas les mêmes règles du jeu. Merci à vous quatre. Merci à vous quatre. Et nous enchaînons. Ah, il y a une question. Oui, allez-y. Alors attendez, le micro est en train d'arriver en courant, à toute berzingue. Alors, pendant que le micro arrive en courant, juste un point sur la réponse à la question de Stéphane. Stéphane, à mon avis, moi, le gros enjeu demain, c'est pas les compensation, c'est les benefits. C'est là où ça va se variabiliser beaucoup plus. Et sur compensation, en fait, ce sera un donné, mais sur benefits, là, il y a une guerre qui est en train de se mettre en place. Oui, voilà, j'ai une question. Je ne sais pas si elle s'adresse à cette table ronde, mais j'aimerais le poser à ces messieurs quand même. Donc, il y a 2 facteurs de pression à la hausse des salaires. Donc là, on a parlé effectivement, et c'est intéressant, et notamment M. Serre qui dit que c'est très intéressant de dire augmenter les salaires, on n'a pas encore la valeur réalisée. Donc, on a 2 facteurs de pression des salaires à la hausse. La première, c'est effectivement l'inflation. Et puis, deuxième, c'est la rareté sur le marché des talents.
on a quand même, sauf erreur, enfin bon, grosso modo, 5,5 millions de chômeurs. Je voulais demander si, au niveau des DRH, des très grands groupes, moi j'en ai fait partie, maintenant je suis conseillère en ressources humaines, est-ce qu'ils ont un travail de fait avec les pouvoirs publics? Parce que si on veut réduire la pression, le deuxième facteur de pression à la hausse des salaires, il faut donc faire en sorte que les 5,5 millions de personnes y retournent au travail. Et donc, du coup, peut-être que ça nous coûtera moins cher que de leur payer du chômage, parce que c'est des sommes considérables. Donc je me dis, d'un côté, on paye des sommes considérables pour payer des chômeurs, qui sont effectivement aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux, avec pas la bonne formation pour remplir, par exemple, monsieur chez Bouygues, ou évidemment, peut-être pas certains secteurs, peut-être chez Mazars, effectivement, c'est des gens qui sortent de grandes écoles, ça n'a rien à voir, mais on a quand même, par exemple, bon, j'étais avant chez Sodexo, donc on peut former des gens sur des métiers relativement simples. Aujourd'hui, le gouvernement fait quand même une politique qui fait tout pour qu'on reste au chômage. Moi, j'ai eu des gens qui ne faisaient que chômer dès qu'ils pouvaient. Donc voilà, donc je m'arrête là. Vous avez tout à fait compris le style de ma question. Merci. Bon. Et Benoît vous répond. Voilà, mais rapidement. Je ne suis pas sûr que le gouvernement fasse tout pour que les gens restent au chômage, mais c'est une autre question. Mais le vrai, vous avez deux sujets en fait. Vous avez un premier sujet qui est que si je prends par exemple le monde des ingénieurs, on n'en a pas assez qui sortent par an tous les ans des écoles en France. Voilà. Donc ça, c'est un peu que le numerus clausus des médecins, on ne va pas le résoudre en 2 ans, quoi. Donc ça, effectivement, nous, au nom de la NDRH, on a eu de nombreux échanges avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du Travail et d'autres entreprises aussi, et notamment la fameuse loi qui permet de créer des CFA internes, enfin tous ces trucs-là, font qu'il y a un rapprochement entre l'entreprise et qui doit d'ailleurs être poursuivi entre l'entreprise et l'éducation ou l'enseignement de manière générale pour corriger ce phénomène d'inadaptation des compétences recherchées aux compétences proposées. Ça, c'est un premier élément de réponse, mais il faut être lucide, ce sera très long, puisque pour des raisons qui seraient trop longues d'évoquer, contrairement à d'autres pays, notamment aux États-Unis, mais pas que, en Europe du Nord aussi, il y a une sorte, même en Allemagne, il y a une sorte en France d'espèce de deux mondes qui refusent de se parler et qui se méfient l'un de l'autre, comme si c'était mal. Bon, donc ça c'est un premier phénomène. Le second phénomène, tu as très bien expliqué sur le fait qu'aujourd'hui, la critérisation pour rejoindre un emploi a considérablement changé. Ce n'est pas une affaire de vouloir ou pas rester au chômage, c'est de ne pas vouloir quitter le chômage pour un poste qui ne correspond pas à un certain nombre de critères que tu as rappelés, sur lesquels je ne vais pas revenir. Donc ça, c'est un phénomène qui est réel. Aux entreprises, dans la mesure du possible, d'adapter certains éléments de leur offre pour justement correspondre à cette critérisation. C'est leur responsabilité parce qu'elles en ont besoin dans tous les cas. Et puis le troisième peut-être élément pour finir là-dessus, c'est qu'il faut effectivement favoriser autant que faire se peut. Il faut mettre en place des politiques, alors qu'on appelle le GPEC ou GEP, ou vous les appelez comme vous voulez, extrêmement puissantes dans les entreprises pour ne pas se faire avoir. Moi, j'en suis à penser que dans certains métiers, l'approche par la fiche de poste et le job desk n'a aucun sens, puisque les métiers changent à une telle vitesse. Et donc, c'est un espèce de système, non pas de formation continue, parce que ça, on connaît par cœur, mais partir du principe que le métier d'aujourd'hui n'est pas le métier de demain, et mettre les gens dans une espèce de dynamique, parce qu'aujourd'hui, il y a un truc qui me frappe, par exemple, dans beaucoup d'organisations, on se met à mettre en place un plan d'upskilling ou une formation très puissant à l'occasion des transformations. Mais quand vous regardez les compétences avec lesquelles on va former les gens pendant cette transformation, mais on le sait depuis des années, on n'avait pas besoin de la transformation pour le faire. Donc je pense qu'il y a une vraie redéfinition des métiers de la formation et de la gestion des compétences pour se mettre dans une dynamique en se disant de toute façon, les compétences que les gens détiennent aujourd'hui ne sont pas nécessairement celles dont j'ai besoin demain. Donc ça, c'est un peu le job des DRH. Il faut sans doute reprendre des logiques de dynamique de compétences, carrière, formation beaucoup plus fortes. Et deuxième point, on repart sur ce qu'évoquait Laurent tout à l'heure sur le freelancing, ne pas hésiter à se dire, il y a certaines compétences, je n'ai pas d'intérêt à les internaliser, par conséquent, je vais multiplier les solutions alternatives de freelancing ou autres pour pouvoir les avoir dans mon entreprise quand j'en ai besoin et les déclipser quand j'en ai plus besoin. D'autant plus que ces métiers de tech, non, je termine une seconde, c'est important, mais tu sais que je suis lancé moi, non, ces métiers de tech en fait nécessitent des puissances de R&D très importantes que dans une entreprise comme nous, comme d'autres, nous n'avons pas. Voilà, c'est tout. C'est fini, monsieur de Seux. Merci d'avoir posé cette question. En tout cas, merci à vous quatre. Et nous enchaînons avec la table ronde suivante. On peut les remercier. Merci à vous. Merci, à bientôt.